Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je voudrais vous poser une question avant de commencer. Ne vous êtes-vous jamais demandé de quoi nous étions faits? Alors, de quoi notre corps était fait et quelle était notre vraie nature? Alors je vous propose un voyage dans l'infiniment petit pour savoir de quoi la matière est faite et donc de quoi notre corps est fait. Vous êtes prêts? Parce que ce voyage risque de changer votre vision à tout jamais. Imaginez une loupe. Vous avez entre les mains une loupe qui vous permet de voir de plus en plus profondément et microscopiquement en vous. Vous allez pouvoir voir de quoi vous êtes fait, quelle est la substance qui constitue la matière, notre nature, notre essence. Alors que verrions-nous? Eh bien, ma première réponse de biologiste, ça serait un amas de cellules. La cellule étant la plus petite unité définissant le vivant. Ces cellules seraient arrangées en tissus, puis en organes, mais n'en reste pas moins des unités fonctionnelles. Ensuite, qu'est-ce qu'une cellule? Eh bien, une cellule est un amas de molécules. Des molécules qui sont organisées et assemblées pour former des structures complexes. Comme par exemple la membrane de la cellule, qui est en fait une frontière, donc une délimitation par rapport au milieu extérieur. Il y a aussi le noyau à l'intérieur de la cellule, qui permet de protéger l'ADN, l'ADN étant le support de notre code génétique. Vous avez aussi à l'intérieur de la cellule tout un tas d'organites intracellulaires qui permettent à l'usine cellulaire de fonctionner. Et puis tout ceci baigne dans un liquide nourricier qui est constamment arpenté, envahi de messagers divers, de tout un tas de molécules qui permettent la communication à l'intérieur de la cellule et le fonctionnement de cette usine. Alors tout semble donc très bien rempli, tout semble donc plein, en tout cas a priori dans une vision purement biologique des choses. Mais je vous propose d'aller un peu plus loin. Que sont ces molécules? De quoi sont-elles faites? Eh bien les molécules sont juste des assemblages d'atomes. Des atomes qui sont liés les uns aux autres par des énergies de liaison qui sont dues aux charges électriques, mais aussi aux forces hydrophobes, ainsi qu'à la présence d'atomes d'hydrogène, etc. Mais entre ces atomes et ces liaisons, qu'y a-t-il? Eh bien, a priori, à première vue en tout cas, il y a du vide. Mais alors, que sont ces atomes? Eh bien, les atomes sont des amas de particules. Des particules qui sont organisées. Donc certaines, on les appelle les protons et les neutrons, et ils sont situés à l'intérieur du noyau. En fait, elles constituent le noyau de l'atome. Et d'autres sont situés à la périphérie, c'est tels qu'on appelle les électrons. Des électrons qui sont en gravitation continue, en rotation autour du noyau. Et ce noyau, c'est ce qui constitue l'essentiel de l'atome, puisqu'on dit que c'est le noyau qui constitue la masse de l'atome. Alors ces électrons qui sont en rotation continue, ils se comportent d'ailleurs bien plus comme une onde vibratoire autour du noyau que comme des particules vraiment physiques. Mais que sont ces particules à l'intérieur du noyau? Eh bien, ce sont des amas d'autres particules que l'on appelle les quarks, mais on pourrait aussi aller plus loin et parler des préons, même si cela reste qu'une hypothèse. Donc les quarks seraient constitués d'autres sous-particules dont nous ne connaissons pas précisément la nature à l'heure actuelle. Ces microparticules qui sont pour le moment la base de ce qu'on appelle la matière, et c'est simplement parce que la science s'est arrêtée là, avec les instruments d'exploration dont nous disposons à l'heure actuelle. Dans cette vision physique de la matière, on comprend que l'on est face à une limite de l'observable. On comprend aussi qu'on est en réalité bien peu de choses. Alors allons plus loin dans ce noyau,
qui constitue donc la masse de l'atome. La question qui se pose est, qu'y a-t-il entre les particules qui constituent le noyau? Est-ce qu'il y a du vide? Est-ce qu'il y a autre chose? On sait qu'il y a des forces. Il existe des forces nucléaires, fortes et faibles, qui permettent justement le maintien de la structure de ce noyau. Mais en réalité, ces particules atomiques ne sont pas des objets solides, comme des petites billes inertes situées dans le noyau. Ce sont en fait des paquets d'énergie, indéfinissables et vibrants, constamment en mouvement, en raison de l'interaction avec un champ fondamental d'énergie. L'atome, de cette façon, constitue le point le plus concentré d'une force qui peut s'étendre jusqu'à l'univers entier. Alors les électrons non plus ne sont pas de simples billes gravitant autour du noyau, à l'image des planètes qui gravitent autour de leur soleil, de leur étoile. Les électrons partagent aussi cette double nature onde-corpuscule comme les photons de la lumière. Ceci rend leur localisation précise impossible. On peut juste simplement évaluer, estimer en termes de probabilité de présence par les équations de Schrödinger. Ils sont de charge négative, mais pourtant ne se repoussent pas les uns les autres, et ils restent gravités autour du noyau sans s'y rapprocher. C'est qu'il y a bien quelque chose autour qui maintient cette cohésion. L'état en fait de stabilité de la matière dépend de l'échange dynamique entre les particules subatomiques et le champ d'énergie qui est sous-jacent. Revenons maintenant à la taille de ces atomes. Donc pour rappel, une cellule humaine mesure de 10 à 50 micromètres, c'est-à-dire 20 à 100 fois plus petit qu'un millimètre. Le micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc une cellule, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 5 mètres. Quand on évoque un atome, on est de l'ordre de 100 à 500 picomètres, c'est-à-dire 1 à 5, 10 puissance moins 10 mètres. Donc entre une cellule et un atome, il y a un facteur de 100 000. Mais qu'en est-il du noyau de l'atome, ce fameux noyau qui représente la masse de l'atome? Eh bien, le noyau d'un atome, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Ça veut dire que le noyau d'un atome est jusqu'à 100 000 fois plus petit que l'atome entier. Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène qui est le plus petit des atomes de l'univers, mais qui constitue aussi 75% de la masse de l'univers. L'atome d'hydrogène est le premier qui a été créé après le Big Bang. Il a une constitution très simple. Son noyau est constitué d'un proton et à sa périphérie, il a un électron qui gravite. Sa taille est de 53 picomètres, alors que son noyau fait 0,002 picomètres, soit environ 25 000 fois plus petit. Pour vous donner un ordre d'idée, pour vous permettre de voir concrètement ce que ça représente, imaginez que le noyau de l'atome d'hydrogène est une petite bille de 1 cm de diamètre. Vous la posez devant vous sur une table. Si vous voulez atteindre l'électron à la périphérie qui est en train de graviter autour de son noyau, vous allez devoir marcher et vous éloigner de 250 mètres. Entre la bille et l'endroit où vous serez arrivé quand vous aurez marché les 250 mètres, eh bien a priori, il n'y a rien. Il y a du vide. C'est pour cette raison que l'on dit que les atomes, et donc la matière, est constituée de 99,99% de vide. N'oublions pas que nous sommes faits de ces atomes.
Alors quand on étudie la constitution de la matière, et donc des atomes, c'est cette réalité qui saute aux yeux, cette réalité du vide, du rien. Il est partout. Il est entre les atomes, il est entre les particules des atomes, entre les sous-particules des atomes. Mais ce rien, ce vide, qui constitue 99,99% de la matière, est en fait ce qu'on appelle un vide quantique, c'est-à-dire renfermant toutes les potentialités possibles. Ce vide, en réalité, il est plein. Ce rien, en réalité, c'est le tout. Il est rempli d'une énergie que l'on appelle l'énergie du point zéro, et qui est la plus puissante qui existe, elle est quasi infinie. Les physiciens ont cherché justement à calculer cette densité énergétique du vide, et à l'échelle de Planck, par calcul, ils se sont rendus compte que ce champ énergétique renferme l'équivalent énergétique de toute la matière de l'univers et bien plus. Ce champ fondamental d'énergie baigne et interagit avec la matière subatomique, créant un mouvement vibratoire constant. C'est ce qui fait que la matière n'est jamais réellement au repos. C'est ce qui fait aussi que la matière est essentiellement constituée de ce champ énergétique quantique. Alors cette énergie du rien, qui est en réalité l'énergie du tout, elle est celle de la création, que l'on peut appeler la source, la force originelle, ou même Dieu si vous voulez. Et ça rejoint un peu ma vision, la vision que j'ai toujours eue sur Dieu, comme une source lumineuse et énergétique surpuissante qui était à la base de toute la création. Nous sommes donc à 99,99% constitués, composés de cette énergie créatrice de la source. Et le reste, la matière palpable, n'est qu'une condensation de cette énergie, qui, strate après strate, niveau après niveau de complexification, permet de créer les sous-particules, les particules, les atomes, les molécules ensuite, et puis les cellules, les organes, les tissus et les organismes pluricellulaires complexes que nous sommes. Finalement, nous qui ne voyons que ce corps physique palpable, nous ne voyons même pas 0,01% de ce que nous sommes. Cette révélation met beaucoup de choses en perspective, non ? À l'heure de notre mort terrestre, par exemple, à l'heure où la vie quitte ce corps physique, eh bien, ce sont ces 0,01% qui meurent et qui sont recyclés. L'énergie, elle ne meurt jamais. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est la loi de la thermodynamique. Donc ces 99,99% d'énergie que nous sommes va survivre à notre mort. Et elle va bien quelque part, sous une forme ou sous une autre. Il est possible qu'elle voyage, comme le montrent les nombreuses expériences de mort imminente, ou il est possible qu'elle vive dans un autre monde parallèle, comme le prouvent les communications avec les défunts. Cette énergie que l'on peut aussi appeler conscience vit en fait en dehors de notre corps. Et ça, c'est quelque chose qui change vraiment toute notre conception de la vie, de la mort, de notre corps physique et de ce que nous sommes réellement. Ces 99,99% d'énergie qui nous constituent, c'est l'énergie de la création et de celle de toutes les potentialités. Alors quand nous saurons exploiter toutes les capacités insoupçonnées de l'être humain, nous pourrons créer la vie qui nous ressemble, celle de nos rêves, celle de nos souhaits. Nous saurons aussi soigner le corps humain, non pas en agissant sur le physique, mais en agissant directement sur la trame énergétique sous-jacente de notre corps. Enfin, avoir connaissance de notre nature énergétique, comme de tout ce qui nous entoure, remet clairement en perspective le matériel,
nous vivons dans une société qui est très consumériste, matérialiste, où la réussite normée, c'est la possession de toutes sortes d'objets, de choses, maison, belle voiture, bijoux, téléphone à la mode, etc. Mais à notre mort, cette réussite, ces possessions, est-ce qu'ils vont nous suivre? Bien sûr que non. Alors, ne devrions-nous pas axer justement notre vie, notre réussite de vie sur l'élévation de cette énergie, sur l'élévation de cette conscience qui nous constitue et qui, elle, nous survivra outre-tombe. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une suite à cette vidéo. À très bientôt. Et merci de votre écoute.